Euh, ben, je vais faire le lien d'abord avec ce que disait Christophe tout à l'heure, puisqu'il disait les échecs sont intéressants en matière d'innovation. Ça tombe bien, ma présentation en est un, puisque j'avais prévu de faire l'introduction de l'atelier. En fait, je vais essayer de capitaliser sur ce qui a été dit. Donc mes slides correspondent pas du tout à ce qui a été dit. Donc je vous prie de m'en excuser. Deuxième chose qui explique l'échec, c'est que la seule raison qui m'amène à être ici, c'est une amitié durable avec David, mais je ne connais rien à l'innovation publique. Et du coup, ne soyez pas inquiétés par ce que je vais vous dire pour commencer, mais à vrai dire, moi, ma réaction spontanée vis-à-vis de la notion d'innovation, c'est qu'elle génère chez moi une assez forte inquiétude, et j'ai déjà commencé à me rassurer grâce aux interventions de cette matinée. Pourquoi ça suscite de l'inquiétude chez moi? La première raison, c'est tout simplement on voit le concept évoqué de manière universelle, massive, récurrente, partout, et on passe un peu pour un con si on n'a pas une démarche d'innovation, un laboratoire d'innovation dans sa collectivité, sur son territoire, etc. Donc ça devient une obligation. Et donc la notion de liberté, qui est éventuellement féconde pour développer justement du nouveau, s'évanouit par rapport à ça. Deuxième élément, là, il se trouve que cette injonction, elle est de plus en plus paradoxale. Évidemment qu'il y a un lien linéaire entre crise, réduction de la ressource et innovation, puisque ça on le voit là pour le coup à l'échelle européenne, puisque certains pays ont déjà été confrontés à des coupes bien plus massives au niveau local que celles que vous connaissez. On est à moins 40% cumulé dans les collectivités anglaises, on a été à moins 20% d'un coup avec la réforme Kallikratis en Grèce, avec des réductions salariales de 20% net, etc. Donc on n'était pas sur du gel du point d'indice, on n'était pas sur des retardements des avancements, on était sur je te renvoie, tu t'en vas, etc. Et on a eu des études de cas réalisées par des élèves administrateurs qui le démontraient. Et ça, bien évidemment, la crise amène à la nécessité de reconcevoir ce qu'on était en train de faire, de le repenser, de le réviser. Et donc, bien évidemment, il y a un lien avec de l'innovation. Oui, mais si on fait le lien, excusez-moi, mais il est important, avec les travaux qui ont été faits sur les processus d'innovation, ils sont assez convergents pour dire que l'innovation, c'est de la perte. Ça s'appuie sur les stocks de ressources organisationnelles, le temps, de la capacité à perdre du matériau, à investir, etc. Et bien évidemment, puisque l'innovation, c'est de la perte, il faut pouvoir perdre pour pouvoir innover. Et le contexte y est peu propice. Et il faut aussi l'entendre comme ça. Deuxième élément, du coup, pour le coup, vu que le contexte n'est pas nécessairement propice à l'innovation, je vais accélérer, je te promets, et qu'on en parle beaucoup, moi ça m'inquiète, parce que pour le coup, c'est plus, pour moi, comme on le voit bien souvent dans l'histoire des collectivités, les solutions réformatrices, organisationnelles qu'on développe, sont plus une manière de pointer le problème que de le résoudre. La coordination territoriale, la mutualisation, faire ensemble, partager, coopérer, s'entendre. On met en place des dispositifs qui sont censés produire ça, justement parce qu'on voit bien qu'on ne le veut pas, que c'est pas voulu, qu'on ne le fait pas, et qu'on n'y arrive pas. Donc c'est des pansements qui posent un problème. C'est que derrière ça, quand on regarde l'innovation, elle est aujourd'hui, dans le monde de la recherche technique, dans le monde de l'entreprise, une manière de traiter ce qu'on appelle, c'est barbare, j'en suis navré, des incertitudes ontologiques. On doit innover et on cherche à innover quand on est face à des situations qui ne sont pas réductibles à de la probabilité. Quand on est face à des choses sur lesquelles il y a des incertitudes qui sont irréductibles, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment
traiter ce problème qu'il faut résoudre, mais on ne sait pas comment, on ne sait même pas le qualifier. Et typiquement, vous en avez plein et vous en avez de plus en plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas un simple problème d'efficacité de votre action sociale, vous ne savez même pas comment capter. Ce n'est pas une critique, hein, c'est des propos que vous-même portez quand on échange avec vous. Vous ne savez pas ce que les citoyens attendent de vous en matière d'action sociale. On ne sait pas paramétrer des dispositifs pour capter la demande sociale. On ne sait pas l'identifier, etc. Et on est, que ce soit technique ou pas, confronté à plein de situations de plus en plus nombreuses où on ne sait pas. Deuxième point, on parle beaucoup d'innovation, mais est-ce qu'on y pense vraiment? C'est-à-dire, je vois beaucoup de labellisation depuis une dizaine d'années de choses assez traditionnelles qu'on va qualifier innovation, parce que c'est la première fois qu'on le fait chez nous, dans notre collectivité, etc. Donc on a un processus, parce qu'il y a une demande politique, sociale, professionnelle, de pouvoir valoriser ce qu'on fait, de dire, bon, bah alors c'est de l'innovation, tiens, je me suis acheté un nouveau téléphone, j'ai innové, etc. Oui, mais est-ce que on manage vraiment le processus de création d'innovation? Qui a développé une recherche et développement dans sa collectivité? Tout simplement un truc tout bête. Qui lit les travaux nombreux, et j'en parle d'autant plus sereinement que je ne travaille pas là-dessus, donc je ne fais pas ma pub, mais il y a des gens qui ont consacré du temps, de l'énergie à analyser les processus d'innovation. Et est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils sont lus? Je ne sais pas. Et ça m'inquiète quand j'entends massivement, pas aujourd'hui, hein, mais depuis une dizaine d'années, désolé, j'en profite pour me lâcher devant vous. Et dernier point, avant qu'on passe à la synthèse de vos propos, mais ça me semble important de le partager avec vous, c'est qu'innover, c'est pas qu'une bonne chose, c'est pas quelque chose de joyeux, de serein, de sympa, d'attendu, de nécessaire. Le fondement de la conception du processus d'innovation dans l'histoire de l'économie, c'est Schumpeter, et le premier terme, c'est destruction créatrice. C'est-à-dire qu'une innovation, ça va supprimer des emplois, ça va supprimer des dispositifs qui sont déjà en place, ça vise à créer, mais en même temps exclure, ça vise à attaquer des structures qui sont en place, à tuer du temps de travail perdu, des effectifs, de la dépense inutile. Ça veut dire quoi? Attention, je ne dis pas c'est mal l'innovation, loin s'en faut. Ça veut dire c'est intrinsèquement ambivalent. C'est évidemment nécessaire et positif, mais c'est nécessairement douloureux. Donc ça veut dire que quelque chose qui vous serait présenté comme on a innové, c'était sympa, tout le monde était content et tout le monde était joyeux, moi je m'inquiète. Moi je m'inquiète. Pourquoi? Et d'ailleurs vous le dites de manière très transparente, et je vous en remercie, en disant que c'est pas facile, qu'il faut tenir un langage de franchise, etc. Mais quand une innovation est douce, et sympa, et cool, excusez-moi, hein, c'est très vulgaire mon propos, c'est-à-dire qu'en fait elle est autonome, c'est-à-dire elle n'est pas appropriée, tout le monde s'en fout, et c'est du cosmétique externe. Et ça m'en renvoie à une conclusion que je trouve à mes yeux fondamentale, c'est que l'innovation, c'est un processus de développement de quelque chose de nouveau en interne. C'est un processus de cultivation de son jardin, de sa piscine, de son machin, et ça a besoin, tout autant que de lumière publicisée par des démarches de valorisation externe, parce que nos structures sont faites pour ça, on a besoin de démontrer en externe que ce qu'on fait, c'est bien. Il y a une nécessité politique, une nécessité administrative. On est des organisations qui cherchent à maintenir, à reconstruire leur légitimité. Donc, ok, très bien. Mais en même temps, on a besoin d'ombre. Une plante, ça pousse par des alternances de soleil, de nuit, d'ombre, de lumière, etc. Or, sur l'innovation, on ne met aujourd'hui qu'en avant la lumière, les prix, le wishful thinking, on va faire de l'innovateur, de l'innovation tous ensemble, sympa, cool, etc. On va donner des solutions, on va faire du gooding. Et typiquement, hein, ça c'est pas une critique que je fais aux professionnels. Quand je regarde la littérature parfois sur l'innovation, je suis atterré. Hein. Là, on a les 10 préceptes qui ont été publiés par des collègues sur l'innovation, l'organisation innovante, et j'arrive à mon sujet dans 2 minutes, j'ai terminé. Ça va? Tous les principes qui sont portés sont intrinsèquement ambivalents. Je veux dire, ce qui nous est dit par des collègues, désolé, je suis pas sympa, c'est verser du néant dans du vide. Dirigé par un leader à la vision stratégique claire et voulant innover. Alors,
Alors, je ne vais pas vous faire le jeu traditionnel de vous dire qu'on a eu que Mussolini était un leader avec une vision stratégique claire et qui voulait faire un homme nouveau. Donc, ça peut produire le meilleur comme le pire. La structure appropriée à l'impératif d'innovation, on l'a vu. On a des mouvements de balancier dans nos réformes. On a eu une période où on nous disait « small is beautiful », l'agence, la petite structure va être plus spécialisée, donc plus efficiente, donc plus performante, avec un mouvement de balancier. Ouais, mais ça a généré de la difficulté à contrôler, de la concurrence entre départements, etc., qui générait des coûts de transaction insoutenables, qui nous ont amené à des modèles de tiens, on va fusionner, on va agglomérer, on va mutualiser, qui vont générer des économies. Oui, mais là, encore une fois, ce qui pose problème, c'est le fétichisme et l'automatisme qu'on va mettre dans le processus, parce que la mutualisation, oui, mais quel est le service ? Une industrie de main-d'œuvre, vous avez beau mutualiser vos services des crèches entre des communes ou vos services éducatifs, vous n'allez pas augmenter le ratio d'enfants gardés par une assistante maternelle. Par contre, effectivement, sur des industries à base capitalistique, là, ça peut jouer. Donc là, encore une fois, comment on opérationnalise ce principe ? Avec du blanc et avec du noir, c'est intrinsèquement ambivalent. Alors, tout ça pour arriver à ma conclusion, ce n'est pas un concept, l'innovation, c'est une nébuleuse qui est un travail à remettre au jour le jour de définition. C'est quoi votre processus d'innovation ? C'est sur un produit, sur un process, sur un service ? Est-ce que vous voulez chercher à remettre en cause en profondeur, de manière légère, progressive, etc. Il y a toute une série de variables à avoir en tête. Je m'arrête là. Nous, ce dont ont parlé les intervenants dans cet atelier, c'est une double dimension. Il y avait à la fois innover dans les processus, c'est-à-dire transformer les modes de faire de l'organisation, agir sur notre organisation au sens structurel. On a eu le cas palois, là pour le coup, de reconfiguration de l'agencement des services pour générer une volumétrie suffisante, une taille critique qui permettait d'injecter de nouveaux modes de fonctionnement plus économiques, ou alors l'importation d'un nouveau modèle de conception de la valeur, un nouveau business model avec du low cost. Mais ça va de pair pour mettre en place ces innovations internes sur les processus, de développer en interne, et là c'est très classique, et c'est tout ce qu'apporte les mouvements de promotion de l'innovation dans les collectivités, la 27e région, etc., la gestion du processus d'innovation lui-même, de la conception des idées, au prototypage, au test, à la mise en œuvre, etc., pour que l'innovation organisationnelle qu'on vise à générer, soit organisée et conçue avec les acteurs, avec les mots-clés qu'on trouve toujours aujourd'hui de manière massive. Comment on co-construit ça en interne, comment on communique, la clarté des objectifs, la clarté du processus d'évaluation, et deuxième élément, comment on design, comment on conçoit le processus de manière à ce que ce soit pensé avec l'ensemble des acteurs. Voilà moi ce que j'ai entendu. Je peux me permettre de leur poser 2 questions, puisque c'était mon rôle, hein. Là j'ai terminé. Alors moi j'ai une question à vous poser par rapport au low cost. Moi, j'ai un peu travaillé sur low cost, et il y a des pays qui y sont allés dans le secteur public, notamment le Royaume-Uni, Barnet City Council, etc. Pour moi, ce qui est le cœur du low cost, c'est la refonte tarifaire. On optionnalise, on décompose le service, vous l'avez admirablement montré, mais le lien avec tout ça, c'est on va faire porter l'exigence variée, discriminée, en fonction des capacités contributrices des uns et des autres. On va faire payer un prix différent en fonction du niveau d'attente que vous avez. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire de queue, on va vous faire payer l'option queue, le coupe-fil, etc. Est-ce que votre processus de recomposition de l'offre de service et du coût interne de conception, de mise en œuvre, d'exploitation du service est allé jusqu'à faire une discrimination tarifaire? Deuxième question sur votre intervention. Toutes ces innovations, notamment au Royaume-Uni, sur la refonte de la tarification, les nouveaux modèles de gestion, sont toujours accompagnés d'un principe de justice, puisque derrière ça dit un truc phénoménal. Ça dit l'intérêt général est de moins en moins général. Puisqu'on fait de la segmentation, on va adapter des prix à une diversité de personnes.
Et derrière ça, pour faire passer la pilule symbolique, philosophique, il y a eu toujours l'argument de dire, notamment au Royaume-Uni, on fait payer les plus riches, et donc on les fait payer plus. Typiquement, vous êtes riche, vous voulez un passeport demain, vous allez payer 200 livres, mais par contre, la surcontribution que l'on demande à ceux qui ont les capacités à payer va financer la gratuité de service pour les plus pauvres. Vous êtes pauvre, vous allez devoir attendre 2 mois pour avoir votre passeport, mais ce sera gratos. Et la gratuité, elle est payée par la surcontribution qu'on demande à ceux qui ont les moyens. Donc voilà, ça c'est des éléments du low cost. Je voulais savoir si vous étiez allé jusqu'à cette étape-là. Pas totalement, d'autant plus que tout n'est pas payant. Quand vous réalisez un équipement public, une route, un espace vert, c'est pas payant. Faites une piscine, vous n'allez pas faire 50 tarifs. Après, vous pouvez avoir des tarifs sociaux, mais ça, vous pouvez l'avoir indépendamment du low cost. On peut l'avoir sur certaines options. C'est vrai qu'on s'est posé la question, je reviens toujours à ma piscine, est-ce qu'on va dans une piscine pour nager ou est-ce qu'on y va pour manger parce qu'il était question de faire un espace restauration. Donc on a proposé plusieurs options de restauration, mais on n'est pas allé jusqu'à ce niveau-là, qui effectivement que consiste à faire payer. Après, ça peut jouer sur des choses marginales, un petit service comme apporter un équipement, une aide, mettre à disposition des bouchons ou des maillots. Mais on n'est pas allé, si vous voulez, jusqu'à ce niveau de détail d'un grand service public national. D'autant plus que je vous dis, dans certains cas, ce n'était pas pertinent. Mais la question est intéressante. Après, il y a toute la panoplie de qui paye quoi et du surcoût et aussi des options. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs options n'entraîne pas un surcoût pour les trier, les contrôler et s'assurer que le besoin est pertinent? Peut-être avant que vous nous posiez des questions, une autre question à M. Pernaut. Alors là, c'est plus une boutade, c'est une question de prof. Vous avez dit qu'il fallait inciter vos étudiants à copier. Alors, l'avantage, le truc qui est facile avec les étudiants, c'est qu'ils ont un point de référence. C'est le cours du prof. Alors que le cours soit en soi bon ou mauvais, vu que c'est le prof qui évalue, il y a un référentiel. C'est si tu dis quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que je t'ai dit, ça va. Et si tu dis quelque chose de différent, ça va pas. Donc, il y a quelque chose d'absolu sur lequel on peut s'appuyer pour discriminer le bon du mauvais. Mais par contre, quand vous envoyez vos collaborateurs copier, qu'est-ce qui fabrique la réussite ou l'échec? Quel est le critère? Qu'est-ce qui dit eux ils sont bons, eux ils sont mauvais? Et que ce soit en France ou à l'étranger, parce que je suis aussi assez curieux de savoir quels sont les pays dont vous avez parlé qui sont si efficients et qui ont réussi en matière de réforme publique. Parce que là, pour le coup, à l'étranger, je cherche, j'ai pas de réponse sans ambiguïté qui me viennent. Alors, sur le fait du benchmarking, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, c'est pas forcément les réussites qui sont les plus intéressantes. Alors, c'est plus compliqué d'aller trouver des collectivités qui assument des échecs. Et puis, c'est jamais noir et blanc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de prendre en compte les difficultés qu'on rencontre. Bon, je prends l'exemple du Havre où on a mis en place un tramway. Bien, regardez toutes les collectivités qui ont eu à mettre en place un tramway, regardez toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées pour éviter de se retrouver devant les mêmes failles. C'est aussi intéressant que de regarder celles qui ont trouvé des bonnes idées. Donc là, dans ce domaine, l'important, c'est surtout d'ouvrir la fenêtre et d'aller voir ce qui se passe. Et toutes les occasions sont bonnes de pouvoir partager des expériences, se rendre compte. D'autant que, et c'est le deuxième point, ce qui caractérise les collectivités, c'est l'extrême variété. Un cas n'est jamais exactement le même que celui d'à côté. Par conséquent, il faut aussi avoir ce recul-là. Copier intelligemment, ça ne veut pas dire recopier. Ça veut dire s'intéresser, regarder, réfléchir et tirer de ce qu'on observe des enseignements qui sont applicables. Donc, bon, le travail, c'est pas un travail passif qui consiste à aller simplement photocopier une démarche. C'est plus de s'intéresser à l'ensemble de la problématique et puis d'essayer d'en tirer des leçons, on pourrait dire, ou même simplement des effets qui porteront ultérieurement. Alors c'est en tout cas quelque chose d'extrêmement positif.
En ce qui concerne les exemples étrangers, là aussi, il n'y a pas un pays qui réussit ou de façon globale à peu près tout. Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, sur un certain nombre de domaines, les pays scandinaves ont développé, à travers des agences, un certain nombre de méthodes qui ont très bien fonctionné. Un pays comme le Canada, par exemple, a été un pays extrêmement innovant dans les démarches de sécurité, avec une implication de la population sous des formes diverses qui sont tout à fait intéressantes. Mais d'autres pays auxquels on ne penserait pas forcément, je suis allé au Venezuela et j'ai vu l'implication du monde universitaire, ça va plaire à David Carassus, dans l'élaboration, par exemple, des politiques de transport, a été tout à fait passionnante. Donc voilà, l'idée c'est celle-là. Alors, de façon générale, néanmoins, un certain nombre de pays anglo-saxons ont développé des modes de gestion des services publics, alors pas forcément avec le principe anglais, mais en recherchant l'efficacité au meilleur coût de façon assez intéressante, et on pourrait prendre modèle. Bon, ils ont changé leur méthode, leur structure. Voilà, donc je pense que cette observation de ce qui se passe est en soi une démarche saine. Alors, très souvent, les collectivités sont économes de leurs moyens pour que les agents aillent à l'extérieur pour regarder ce qui s'y passe. Hein. C'est difficile. Mais je pense que s'il y a une dépense à faire, celle-là est tout à fait indispensable.